Alors j'en profite aussi pour remercier mes enfants qui m'ont assisté dans cette vidéo, qui ont filmé au début, qui se sont occupés de la décoration. Alors on a vu l'écharpe du Panathinaikos, on a vu le maillot de l'Olympique de Marseille, hein, celui de Dimitri Payet, on a vu l'écharpe du Barça, on a vu l'écharpe de l'Olympiakos et on voit actuellement l'écharpe du FUS de Rabat. Merci les enfants. Alors, même si ça peut paraître utopique, hein, ce déontologisme dans le football dont parle Éric Cantona a quand même donné lieu à de sacrées belles prouesses. Je pense au but magnifique de Chris Waddle en 1991 contre le Milan AC, hein, la passe d'Abedi Pelé, la tête de Papin, et puis voilà, la reprise de volée de Chris Waddle. Carlos Tout-le-Monde revient très vite, mais Rijkaard est contré à son tour par Casoni. Les deux équipes s'étaient concentrées dans une petite surface autour de la ligne médiane. Et maintenant, nous sommes dans le camp de Milan, donc avec Abedi Pelé. Centre de Pelé vers Papin qui dévie habilement vers Chris Waddle qui reprend. Et but fantastique de Chris Waddle sur cette reprise de volée après une déviation sur la tête de Papin et un centre d'Abedi Pelé. C'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou. C'est un but extraordinaire. Raymond Goethals avait dit nous saisirons de toutes les opportunités. Il ne pensait pas que le but du match aller pourrait être égalé en beauté et en qualité. Il est dépassé sur ce but du match au retour. Aolmeta peut revenir fou de joie dans ses buts. Quel but, mais quel but et quelle inspiration de Jean-Pierre Papin que d'aller chercher Chris Waddle sur cette balle difficile de Pelé. Et là, il y a le chef-d'œuvre, cette volée de Chris Waddle qui ne peut pas aller plus dans le coin. Il ne peut pas la mettre plus. Regardez Jean-Pierre Papin. Il sait que Chris Waddle est là. Et Waddle choisit la volée extérieure, pied droit. Ou je pense aussi au très beau but en 93, la finale avec le très beau but de Basile Boli, le but de la tête de Basile Boli, toujours contre le Milan AC. 44e minute. Premier corner de la partie pour l'Olympique de Marseille. Abedi Pelé, tête de Boli, pas de Milanais au deuxième poteau et but pour l'Olympique de Marseille. Un match aussi tendu, le premier but est capital. Tout le monde le sait, tout le monde le sent. La fin approche, l'émotion est à son comble. Et il a sifflé, c'est fini. Le héros, les larmes de Barry sont oubliées.
l'hôpital Bernès. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Et voilà, 38 ans qu'on attendait ça. Bon, soyons sérieux, n'en profitons pas pour bavarder ou pour vous agiter. Alors, il y a un article là sur un petit peu les controverses entre déontologisme et conséquentialisme. Là, il y a un très bel article de Florian Kova qui s'appelle Kant et l'éthique des principes, publié dans un livre collectif aux éditions Sciences Humaines qui s'appelle La Morale. Alors, dans cet article, l'auteur montre finalement que le conséquentialisme peut reprocher au déontologisme un certain narcissisme. Je vais citer la page 93. Oui, les notes, ça fait partie de mon style, hein. Je suis désolé quand je baisse les yeux. Je fais de mon mieux, hein. Alors, page 93, voilà, je cite Florian Kova. Le caractère quelque peu narcissique de la déontologie, dans laquelle l'agent semble plus concerné par l'idée de ne pas faire lui-même de mal que de diminuer le mal dans le monde, voilà, ça peut poser problème. Et l'auteur cite le roman de Sartre, Les mains sales, où il y a une critique implicite du déontologisme kantien, qui refuse justement de se salir les mains et qui se contente de proclamer juste de beaux principes dans un monde mauvais, un monde violent où des sacrifices sont parfois nécessaires. Le roman de Sartre est très, très intéressant. Alors, en contrepartie, dans ce même article, il y a une critique que le déontologisme, une critique pertinente que le déontologisme adresse aux limites du conséquentialisme, justement, sur cette question des priorités. Lorsque, par exemple, on avait travaillé sur la vidéo de Monsieur Phi, vous vous souvenez, on avait vu ça en cours, la vidéo de Monsieur Phi, jusqu'à où on peut être, est-ce qu'on peut être utilitariste jusqu'au bout? Le fameux exemple qu'il prend dans son débat avec Lé de Science for All. Donc, Monsieur Phi prend cet exemple-là, vous avez d'un côté un blessé grave qui arrive à l'hôpital, et on a une machine, voilà, vous avez un blessé grave qui arrive, on a une machine, et vous avez en même temps 5 blessés légers. Et vous avez le choix, soit vous allez sauver le malade, le blessé grave en branchant la machine sur lui, ou bien vous allez sauver les 5 blessés légers en branchant la machine sur ces 5 blessés légers. Mais vous ne pouvez pas sauver le blessé grave et les 5 blessés légers. Il faut brancher la machine soit sur les 5, soit sur le blessé grave. Alors le problème, c'est, nous dit Florian Kova, c'est que si on pousse effectivement jusqu'au bout le conséquentialisme, c'est que ce bien-être collectif va être souillé par les pires abominations. Je cite l'article. Oups, pardon. Donc je cite l'article. Le déontologisme met ainsi l'accent sur les droits des personnes à ne pas subir tel ou tel type de traitement et font dépendre nos devoirs de ces droits. En d'autres termes, le type dans la chaîne de Monsieur Phi qui est devant son ordinateur et que l'on oblige, que l'on contraint quelque part à faire ses choix, eh ben, il est dans une situation terrible. Et si on est déontologiste, eh bien, on refuse
On avait vu ça en cours, donc un petit message à Monsieur Phi. En cours, à un moment, certains élèves avaient dit « Ouais, mais il faut éteindre l'ordinateur, faut pas à un moment débrancher le malade, faut débrancher l'ordinateur. L'ordinateur qui est malade de mettre dans des individus dans ces situations inacceptables pour la dignité humaine de tout le monde. » Là, on pense à Hannah Arendt, voilà, notre appartenance à un monde commun. Il y a une pluralité humaine, c'est-à-dire qu'il y a une diversité, mais cette diversité appartient finalement à un monde commun. Et au nom de ce monde commun, on ne peut pas accepter un conséquentialisme qui nous met dans des situations comme ça. Et là, je pense à un autre auteur. Qui pourrait nous éclairer sur ça et qui a donné récemment une interview dans Le Monde en avril de 2020 sur cette terrible pandémie Covid-19. Il s'agit de Jürgen Habermas. Alors Jürgen Habermas que j'avais rencontré à Paris, et là c'est pas du tout une blague, hein, son livre, il m'avait vraiment dédicacé un de ses livres. C'est pas une blague parce qu'avec Sartre vous avez fait une blague. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo de Sartre, vous pouvez rejeter un coup d'œil pour rire. Donc Habermas dit des choses, je pense, extrêmement intéressantes sur la pandémie Covid-19 et notamment sur le fait que nous sommes amenés à agir dans le savoir explicite de notre non-savoir, c'est-à-dire dans la limite des savoirs que les virologues possèdent et qui conseillent les hommes politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que la vérité aujourd'hui sur le Covid-19, c'est que justement on ne sait pas grand-chose et qu'on découvre certaines choses au fur et à mesure qu'on avance, ce qui montre bien que voilà, des sujets philo type la science peut-elle parvenir à la vérité? En ce moment on voit que la science en fait elle parvient surtout à la connaissance, elle parvient plus à acquérir une connaissance qu'à un moment pouvoir affirmer une vérité. Et donc là, c'est pas tant la raison pure peut-être qui doit primer, que puis-je connaître, mais la raison pratique, que dois-je faire d'un point de vue moral. Et Habermas donne des réponses intéressantes dans cette interview d'avril de 2020. Il dit qu'à un moment, puisqu'on ne peut pas avoir des connaissances scientifiques fiables, au moins nous devons avoir certains principes moraux intangibles, et notamment rien qui porte atteinte à la dignité humaine, à l'intégrité physique et morale des personnes. Et donc il soulève le problème de certains de ces hôpitaux où on joue de manière tragique justement le scénario qu'on a vu dans la vidéo avec Monsieur Phi, tragique car réel. Et du coup, Habermas refuse. Voilà, il y a une critique dans les règles de l'utilitarisme, l'utilitarisme comme forme de conséquentialisme. Habermas rappelle justement les propos, certains principes juridiques, notamment ceux de la Constitution allemande, mais qu'on peut retrouver de manière analogue dans d'autres lois fondamentales d'autres pays. Je cite Habermas: chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique, c'est-à-dire qu'il faut refuser un monde où on enfreint le strict principe d'égalité d'accès aux soins et on va sacrifier par exemple des personnes âgées pour en sauver des plus jeunes, voire pire, j'ose imaginer un degré d'abomination du type on va sacrifier les étrangers pour privilégier les nationaux. Habermas nous dit dans ce monde justement terrible que nous vivons aujourd'hui, il faut des principes qui soient comme un peu ce que Philippe Corcuff appelle une boussole. C'est-à-dire qu'à un moment, vous devez avoir certains principes, préserver la vie humaine et ne pas discriminer des personnes, quand bien même certaines seraient consentantes pour laisser l'accès aux soins à d'autres. Habermas rappelle certains principes d'éthique de la santé. Aucun médecin ne peut comparer la valeur d'une vie humaine à celle d'une autre. On ne peut pas dire la vie d'une personne âgée a moins de valeur que celle d'une personne plus jeune. Et donc s'ériger au nom des conséquences justement que peuvent avoir ces actes en une espèce d'instance qui a droit de vie et de mort sur les patients. C'est intéressant de voir qu'Habermas presque se réconcilierait avec Foucault. Donc non, Habermas à un moment dit qu'il y a un certain principe qu'il faut respecter. On ne peut pas choisir entre une vie
et une autre, et il faut s'efforcer justement du point de vue des États de produire des appareils médicaux, des masques, des chambres d'hôpital pour chaque citoyen susceptible d'en avoir besoin, et peu importe l'argent dépensé. Je cite Habermas, très belle phrase d'Habermas: lorsqu'il s'agit d'arbitrer entre d'un côté les dommages économiques et d'un autre les morts susceptibles d'être évitées, il faut résister aux tentations utilitaristes. Ça veut dire pourquoi et quel est l'argument d'Habermas? Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie humaine, quel que soit l'âge, la nationalité, le sexe, les origines, le statut social, la religion, etc. des personnes constituant cette pluralité humaine. Il ne faut pas sacrifier la vie humaine, avoir des taux, des taux de mortalité encore plus élevés qu'on en a aujourd'hui parce qu'on a voulu, par exemple, relancer l'économie. Et je pense que là, le déontologisme dans notre société actuelle, je pense qu'il a là un sens extrêmement important, qui nous rappelle finalement que rien ne vaut la vie, et que on ne peut sacrifier justement l'existence des personnes humaines. Il faut protéger la sacralité de la vie. Prenez tous soin de vous, et espérons très vite des temps meilleurs pour tout le monde. Bonsoir.